Depuis son lancement il y a quelques années, le programme de production locale d'huile de palme prend au fil du temps un envol prometteur, tellement les sites choisis pour abriter les plantations et usines de transformation répondent non seulement aux attentes du gouvernement, mais obéissent aussi aux critères exigés par les experts. Quant à la qualité du sol, celle-ci demeure irréprochable. Allô? Donc là, tu me donnes ça. Là, le plat de à la maison. Ça va au champ. Au champ, en plein champ. Après 3 ans de rentrer. La province de Langounier, à elle seule, englobe plus de la moitié du projet lié à la fabrication d'huile de palme et d'autres produits connexes, débutés en 2012, bien que divisés en 3 lots, les activités au sein des plantations et autres usines de Mboukou et de Moutassou connaissent à ce jour des avancées significatives. « 38 300 hectares de terres plantées au total, dont 15 884 hectares pour le lot 1, 8 300 hectares pour le second et 14 114 pour ce qui est du troisième lot. Au cours de cette année 2017, les 5 000 hectares de terres cultivables restantes seront entièrement plantées, ce qui, en d'autres termes, devrait permettre à Olam-Mouila d'accroître sa production qui, en 2016, était de l'ordre de 7 100 tonnes avec à la charge 5 365 employés gabonais. L'approche genre occupe une place prépondérante chez les responsables de l'AM. 1672 femmes y sont employées. À ce jour, au Olam Palm Mouila, c'est 3 lots. Nous avons le lot 1, dans lequel vous vous trouvez, qui est composé donc du PK19, ici où nous sommes, et de Mboku. Nous avons le lot 2, c'est Manji, je pense que vous y étiez déjà. Et il y a le lot 3 qui est celui de Moutassou. Les plantations et usines d'Awala, situées dans la province de l'Estuaire, à une vingtaine de kilomètres de la commune de Kango, le site s'étend sur une superficie de 20 000 hectares au cœur de la forêt gabonaise. Le respect de l'environnement y est inscrit en lettres d'or. La conservation de la faune et de la flore demeure un élément essentiel pour les générations futures. Sur ce site, Olam Gabon y consacre 60% de ses terres cultivables pour la préservation de nos écosystèmes. L'industrialisation du pays ne doit pas prendre le dessus sur la nature. 22,5% d'huile de palme brute sont extraites de ces palmiers, laquelle permet d'obtenir
43% d'huile d'amande l'auto-usinée sur le site d'Awala peu avant son transfert à la raffinerie de Lambaréné qui compte dans ses effectifs près de 94% des employés, tous gabonais. Donc nous allons commencer ce matin par vous en essayant de voir non seulement les étendues qui sont plantées, la vitesse d'exécution, le nombre de personnes qui sont ici, aussi bien au niveau de l'âme directement qu'au niveau des sous-traitants, le nombre d'emplois directs créés, le nombre d'emplois indirects créés, le système de sécurité sociale qu'il y a ici. La raffinerie de Lambaréné, autrefois la propriété de Siad Gabon, est désormais dans les mains du géant malaisien Olam et tire entièrement sa dépendance des productions en huile de palme brute des plantations d'Awala et Makouké. En 7 mois d'exploitation intense, 60 tonnes d'huile de palme rouge sont extraites par jour alors que la production en savon est établie à 20 tonnes. Et l'usine de raffinage de Lambaréné, comme nous l'avons dit tantôt, nous recevons l'huile brute, donc la matière première depuis les huileries d'Awala et de Makouké. Et éventuellement, dans des mois à venir, sûrement l'huilerie de Mouila. Alors cette huile est acheminée sur site par camion dans des citernes de 24 000 litres la citerne. Et nous avons une seconde option, c'est l'acheminement de l'huile rouge par voie fluviale. Là, ça concerne le site de Makouké. Pour l'instant, cette voie n'est pas encore exploitée. Nous privilégions la voie de la route. Et l'huile, lorsqu'elle est acheminée sur site, nous la stockons dans des tanks qui sont juste derrière vous. Cette huile-là est acheminée après vers la raffinerie par un système de pipe et de pompe de transfert. Alors cette huile-là va subir un traitement. Le traitement va consister d'abord, à dégommer l'huile, donc à faire un mélange d'acide citrique. Et la caractéristique de l'acide citrique, c'est de retenir tout ce qu'il y a comme gomme dans l'huile rouge. Voilà. Et après le dégommage, nous allons devoir faire un mélange huile rouge, acide citrique et terre décolorante. C'est le processus qui va... Les terres décolorantes ont pour fonction d'enlever la couleur rouge, sinon le bêta-carotène pour les laborantins, à l'huile rouge, et on aura une huile plus ou moins claire. Mais cette huile-là, elle n'est pas encore totalement raffinée. C'est l'étape de pré-raffinage. Et cette huile-là aussi, nous allons la désodoriser. Donc, enlever la caractéristique de l'odeur que l'on a sur l'huile rouge. C'est l'étape de désodorisation. Après l'étape de désodorisation, nous allons décolorer l'huile. Et là, ce sont les terres décolorantes qui rentrent en fonction. Après cette étape, nous allons filtrer cette huile-là parce qu'on a introduit des terres décolorantes. Donc, il y a 3 étapes de filtration de telle manière qu'on puisse retenir même les plus fines particules qui ont pu passer par la première étape de filtration. Et dans cette étape de désodorisation et de décolorisation, il y a l'extraction de ce qu'on appelle les acides gras. C'est une graisse. Généralement, nos grands-parents ou nos mamans au village, lorsqu'elles ont pour habitude de faire de l'huile, de la cuisine avec de l'huile rouge, elles vous chauffent de l'huile et ensuite elles mettent un peu d'eau dans la poêle ou la marmite. Ces vapeurs qui s'échappent, ce sont des acides gras. Alors nous allons les capturer dans une cuve et les transférer vers l'unité de stockage de saponification pour en faire du savon. Après ces étapes de
retrait des acides gras, décoloration, désodorisation, nous avons une huile qu'on appelle la RBDO. C'est une huile qui est plus ou moins raffinée, mais à l'intérieur, nous avons encore un corps gras qu'on appelle la stéarine. C'est une matière végétale, une graisse blanche et tout, de couleur lorsqu'elle se cristallise. Mais lorsqu'elle est chaude, vous ne verrez pas la différence. Alors, on va procéder à ce qu'on appelle le fractionnement. Le fractionnement va consister tout simplement à séparer la stéarine de l'oléine qui est l'huile finie qui va se retrouver sur le marché. Alors, à cette étape de fractionnement, nous allons d'abord chauffer l'huile dans 80 à 90 degrés ou 95 degrés, c'est selon. Ensuite, nous allons la refroidir par palier jusqu'à 18 degrés tout en la malaxant. Et à cette étape-là, on va commencer à avoir des cristaux de stéarine qui vont se former dans l'huile. Une fois qu'on a atteint les 18 degrés, nous allons passer à l'étape de filtration où nous allons filtrer cette huile-là et séparer la stéarine de l'oléine. La stéarine, pour nous, c'est un déchet mais qui est exploité, tout comme les acides gras. Nous allons les expédier vers l'unité de stockage de la saponification. L'oléine sera transférée vers l'unité de conditionnement embouteillage pour mettre dans des bidons et dans des bouteilles. Après cette phase de raffinage, nous avons l'atelier de saponification où nous allons fabriquer, préparer le savon. En termes de réception aussi, la capacité a augmenté. Comme vous le savez sûrement, Awala a une forte capacité de production en huilerie pour produire de l'huile rouge. Et tous les jours, nous recevons des camions de CPO. En termes de production, ça sont des prévisions parce que la capacité nécessairement va augmenter, non seulement dans les différents ateliers, mais aussi à la raffinerie. Une fois toutes ces usines auront atteint leur vitesse de croisière, le Gabon pourrait être en pôle position des pays producteurs d'huile de palme en Afrique. Le Gabon n'a malheureusement pas attendu longtemps pour exporter ses produits. Le Cameroun et le Bénin sont les premiers bénéficiaires de nos huiles sorties des usines locales. L'Espagne, dont la demande en huile d'amande douce demeure un partenaire sérieux. L'employabilité des jeunes est de mise. La résorbation de l'exode rural est effective. Dans les zones impactées par ce programme, les populations sortent petit à petit du seuil de la pauvreté et du sous-développement. Des routes et les écoles sont construites et viabilisées. L'accès des villageois à l'eau courante grâce au programme d'adduction en eau et d'électrification à travers les panneaux solaires, Batouri et Okok dans les départements de Wentem et Ntem dans la province de Wellington sont des exemples. Des caravanes médicales, elles aussi, ne sont pas en reste, comme ici dans un village de Langounier. Les soins y sont gracieusement faits par les services compétents. Nous avons le médecin, un des médecins du centre hospitalier de Fougamou, centre régional de Fougamou. Nous avons l'appui de la Croix-Rouge, qui est une structure très reconnue dans le monde déjà. Donc Olam vient juste, nous venons accompagner, suivre l'événement. Mais c'est Olam qui prend en charge tout ce qui se fait. Van couvre tous les villages du lot 1. Nous avons commencé il y a déjà 3 semaines. Nous avons couvert sur 8 villages, nous avons déjà couvert 5 villages. Et tout à l'heure après ici, nous irons à Saint-Martin pour également couvrir Saint-Martin. Des villages entiers qui autrefois étaient voués à l'abandon par manque d'activité reprennent vie. Des logements neufs ont pris le dessus sur les vieilles bâtisses. Dans le Hontem et Ntem, Olam Rubert y est installé. Plusieurs plantations d'EVA s'étendent à perte de vue. La filière du caoutchouc est en marche.
la transformation sur le plan local de ces matières, ce qui aura une incidence majeure sur le PIB. Dans la zone sud de Libreville, plus exactement dans la commune de Vendo, l'extension des ports marchandises et minéraliers en eau profonde se poursuivent dans sa toute dernière phase. Les exportations du minerai sont effectives depuis quelques mois. Le projet en fait, du port minéralier, ça s'inscrit en fait, dans le développement du secteur minier au Gabon. On a souhaité créer un outil en fait, qui permette de décongestionner et de libérer en fait, le système d'exportation du minerai du Gabon. C'est-à-dire que les sociétés minières auparavant au Gabon avaient des problèmes pour exporter leur manganèse parce qu'il n'y avait pas d'outils pour l'exporter. Donc l'idée c'était de créer un nouveau port minéralier qui puisse être utilisé par toutes les sociétés minières du Gabon. Donc c'est un port multi-customer, multi-client et qui leur permet justement d'exporter leur minerai plus facilement à moindre coût et qui rendent en fait leur exploitation beaucoup plus compétitive sur le marché international. Donc ça, c'est le port qu'on a réalisé. On a commencé la construction, on a commencé les études plutôt il y a 2 ans, on a commencé la construction il y a 1 année, grosso modo, et on est rentré en opération le 1er janvier 2017, réellement, avec une inauguration qui avait eu lieu au mois d'août et un premier navire au 1er janvier 2017. Donc là, on est déjà rendu au 2e navire, et donc avec un système d'exploitation qui est déjà bien rodé, qui commence à bien se roder et qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un port qui a une capacité de 10 millions de tonnes par an en phase 2, avec une première phase qui sera à 3 millions de tonnes à peu près, où on a souhaité mécaniser en fait toute la partie exportation, donc avec un système de rails. On a construit 3 km de rails à l'intérieur du terminal. On a un terminal qu'on a gagné sur la mer, c'est-à-dire qu'on a remblayé toute la plage qui existait auparavant entre ici, la zone du Barracuda et la zone de Comilog. On a remblayé ça sur 1,5 km de long sur 300 mètres de large. Donc on a gagné en fait 300 mètres sur la mer. Donc ça fait 45 hectares au total, sur lequel on a bâti tout le terminal minéralier. On a rajouté des grues, on a ajouté tous les engins en fait, de stockage et de déplacement en fait, du minerai entre le train et la zone de stockage, et ensuite entre la zone de stockage, c'est-à-dire on va faire des gros tas de manganèse, et les barges sur lesquelles on va charger le manganèse avant de le charger à l'intérieur des navires qui seront positionnés en rade. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, après, dès qu'on atteindra plus de 3 millions de tonnes, on va passer avec une phase plus automatisée, avec une bande transporteuse, une roue pelle qui va reprendre le manganèse directement d'État pour les amener sur les navires qui seront beaucoup plus loin en fait, dans la rade. Donc voilà. Donc ça, ce projet-là, c'est un projet qui a été mené tambour battant par toute l'équipe en fait, d'ingénieurs locales chez Olam, plus avec l'aide aussi des sociétés de construction qui nous ont construit ce terminal. Ça a été construit en un temps record. On a mis 1 année complète en fait, pour la construction, ce qui est très très court, plus 1 année d'études. Donc c'était en tout et pour tout 2 ans avant de la mise en opération, entre la première pierre, enfin la première pierre entre guillemets, première idée et la mise en opération, ce qui est très très court pour un délai de construction et de mise en opération. Et qui génère évidemment des nouveaux emplois pour la zone de Vendo, parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Un terminal qui est complètement nouveau, qui ne fait pas du tout concurrence justement au terminal existant, parce que c'est pour les nouvelles sociétés minières qui sont en train de s'installer au Gabon, des gens comme Citic Dameng, des gens comme Nouvelle Gabon Mining aussi, qui ont commencé leur exploitation du côté de Franceville. Donc cet outil-là leur permet vraiment de pouvoir exporter leurs produits maintenant à l'extérieur du Gabon, ce qui n'était pas possible en fait auparavant. L'industrialisation du secteur forestier, les mesures mises en œuvre depuis 2010 par l'exécutif pour accélérer l'industrialisation du secteur bois, interdiction d'exportation des grumes, ainsi que ces mesures d'accompagnement de la construction de la zone économique à régime privilégié, ZRP, d'un COC, mise en place d'une fiscalité incitative pour l'industrialisation de la filière bois dans la loi des finances 2012. La création d'une bourse des valeurs sur le bois, la création du fonds forestier national, occasionnant de facto la hausse du PIB, produit intérieur brut, multiplié à plus de 5
de la valeur des exportations des bois débités et une augmentation des emplois directs et indirects et un nombre d'unités de transformation comme ici au guichet unique d'un coq. Un retour à la terre qui s'effectue sans grandes conséquences. Certaines populations de l'arrière-pays qui avaient quitté précipitamment leur village pour s'installer dans les villes regagnent sans danger leurs terres depuis la mise en place du projet Graines. L'objectif pour le Gabon, atteindre son autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Les coopératives ont été créées sur 6 provinces du pays, l'Estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angounié, le Welentem et le Goué-Ivindo, comme ici à la coopérative des Soko Yatakanyabé. Le projet arrivé, nous étions pratiquement les premières personnes à embrasser le projet. Et c'est l'occasion aujourd'hui de vous rappeler que c'est même ici qu'on a lancé le projet. Le président de la République est arrivé ici parce que nous étions les premières personnes à embrasser le projet. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Bon, déjà, la première chose, c'est déjà la récolte, le développement du village. Lorsqu'on parle de développement, on sait, quand on a parlé du projet de l'agriculture, on s'est senti vraiment là-dedans et c'est pour cela que nous avons on s'est intéressé et voilà, tout le monde a accepté ce projet. La Société gabonaise de transformation agricole et développement rural s'occupe quant à elle à l'organisation des coopératives sur le terrain, un suivi permanent dans la gestion des pépinières. Nous avons essentiellement 2 variétés, dont la Biguebanga et puis la Bata. Bon, maintenant, en ce moment, nous avons prévu juste de faire le décompte parce que nous voulons savoir exactement combien de plants est-ce qu'il nous reste pour le prochain planting. Puisque nous avons arrêté avec les activités du planting, donc nous attendons en fait la prochaine saison. Donc c'est ce que les travailleurs sont en train de faire en ce moment. Ils sont en train de faire le décompte pour savoir exactement combien de plants il nous reste. Et la capacité de cette pépinière, elle va à 300 000 plants. Donc nous pouvons accueillir ici 300 000 plants de bananiers plantés. Comme dans les 600 000 plants. Oui, on a fourni 600 000 plants de bananes. Vous faites que de la banane ici? Oui, essentiellement c'est la pépinière de bananes. Et comme activité quotidienne, nous procédons à l'arrosage, au désherbage et puis au classage des sachets. C'est ce que nous faisons. Donc je m'occupe essentiellement de la gestion de la pépinière de bananes. Dans le Welentem, c'est près de 155 coopératives existantes, 33 en activité pour 873,38 hectares de terres aménagées. Total planting en 2016, 332,50 hectares. Quant aux récoltes, 366 018 régimes de bananes et 2 623 400 tonnes de manioc. Les participants au programme bénéficient d'un encadrement et d'une mise à disposition des bourses de 100 000 francs pour les cultures vivrières et maraîchères et 125 000 francs CFA pour les cultures de rente, de quoi
susciter un retour massif des jeunes vers leur terre d'origine.